c'est le monsieur qui discute? Allez, ils vont se présenter, on voit. Allez, les Philippe, ce sont les Allez. Philippe Non, Pareil, mais il faut se mettre là, il ne doit pas se mettre là. Non, non, mais on se met ensemble. Bon, très simplement, c'est une table ronde. Bien. Alors, donc, c'est dans le cadre de ces rencontres qui ont déjà été initiées à Fenêtre sur Com par Marie Chantal, que maintenant on le reprend dans cet bel esprit de synthèse maintenant dans Azure Procom, puisqu'on a les deux past présidents des deux associations. Les rendez-vous du premier lundi du mois, tout le monde les connaissait, ils étaient voulu s'orienter sur Twitter. Je dois dire que c'est moi qui ai commis l'irréparable il y a quelques temps, parce que j'ai pensé qu'on pouvait avoir une soirée un petit peu sympa autour de Facebook. Autour de Facebook et sur quelque chose qui me perturbe depuis quelques temps, et je voudrais peut-être qu'on partage un petit peu cette interrogation. Alors ça peut paraître un petit peu prétentieux universitaire, mais c'est un peu de ma faute, j'enseigne en fac, autour de la notion de la mise en scène de soi. La mise en scène de soi, ça veut dire qu'on ne peut qu'être interpellé par le fait que ce qui a été une norme de comportement pendant peut-être des siècles dans notre culture, qui consiste à ne pas trop se montrer, avoir un comportement modeste, a complètement volé en éclats depuis une dizaine d'années. Et donc maintenant, on assiste à une espèce de narcissisme médiatisé par les réseaux sociaux, qui est à mon sens quelque chose de nouveau sur le plan sociologique. Donc on est tous là-dedans parce que, bon, qui n'est pas sur Facebook ici ce soir? Je pense à peu près personne. Qui publie sur sa vie personnelle ou uniquement sur du professionnel? Là, on aura l'occasion d'en débattre ensemble. Et donc ce sont ces questions-là qu'il faudrait peut-être un petit peu aborder ce soir, au-delà des usages strictement professionnels de Facebook. Alors, pour cette petite soirée où on aura des choses intéressantes à raconter, j'ai souhaité que Philippe Gouillou soit présent avec nous. Philippe Gouillou, il est aussi membre d'Azure Procom depuis peu de temps. Il est spécialiste de neuromarketing. Il est consultant en marketing psychologique. Il a déjà publié un livre un peu dérangeant il y a quelques années, Pourquoi les femmes des riches sont-elles belles? Et il est avec sa lettre hebdomadaire du lundi matin de Neuro Monaco, quelqu'un qui nous amène toujours des idées sur lesquelles on peut avoir envie de réfléchir et ensuite de débattre. Donc j'ai souhaité qu'il soit présent ce soir pour nous donner un éclairage autour de ces questions un petit peu psychologiques. Et ce sera un petit peu cette première réunion. Je voudrais dire une chose, c'est qu'on a un autre rendez-vous le 28 mars autour de Facebook dans un autre atelier d'Azure Procom, Julien. Oui, c'est l'auditorium de la Banque Populaire de l'Arenas. C'est le 26 alors, attention. 26, pardon, autant pour moi. 28, je dis ah bon. Une conférence animée par Maître Isabelle Filippetti sur la thématique exacte, c'est la propriété intellectuelle. La propriété intellectuelle dans les réseaux sociaux. Et puisqu'on a le programme au mois de mars, ça c'est le 26. C'est le 26. On va faire l'événement, tout ça, mais on attendait les données d'Isabelle. Et le 28, 2 jours après, avec le Club Média 06, le Club Média Méditerranée, dont les conseils en communication 06 et Azure Procom, à l'IPAG. Donc tu pourrais aller à l'IPAG, une conférence sur Focus Média Radio. Entre midi et deux, ça va. Entre midi et deux. Bien, merci Julien. Alors, bon, on peut attaquer maintenant. On peut attaquer avec toi. Ou alors un petit rappel très rapide. J'ai retrouvé quelques données concernant Facebook qui sont quand même des données assez impressionnantes. Facebook, 1,25 milliard de gens qui ont un compte Facebook. 527 millions d'utilisateurs quotidiens, 900 millions d'utilisateurs par mois, 3,2 milliards de likes par jour. Il y a des gens qui postent des likes. 3,2 milliards. 300 millions de photos postées sur Facebook par jour et 16 millions d'événements créés. Alors, un point qui est important parce que ça va effectivement changer les usages de Facebook. Il y a plus de, alors l'année dernière, en fin 2012, il y avait plus de 500 millions d'utilisateurs de Facebook sur les smartphones.
C'est-à-dire que du côté de Zuckerberg, il y a des gens qui réfléchissent autour de lui, l'avenir de Facebook passera nécessairement par les smartphones dans les mois et les années à venir. Donc un phénomène que personne ne peut ignorer, on aime, on n'aime pas, mais de toute façon c'est incontournable. Voilà pour les faits, voilà pour les chiffres, pour l'importance de l'outil en lui-même. Et bien Philippe, à toi de nous en dire un peu plus maintenant, de poser le débat. Oui, bien. Bon, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Philippe Bouillou, j'envoie tous les lundis la lettre Neuro-Monaco. J'étais vulgarisateur en psychologie évolutionniste et maintenant je fais du conseil en psychomarketing. Alors je suis membre d'Azure.com exactement depuis la mesure actualité récente, pas tout récent, donc tout récent parce que ça vient d'être fait, ça fait une dizaine d'années que je suis membre de la FREP. Donc je suis membre d'Azure.com exactement comme tous les autres ici présents. Alors, ce soir je vais m'orienter, il m'a demandé de faire une sorte d'intro, je vais m'orienter vers la partie psychologique. Qu'est-ce qui est derrière tout ça? Alors c'est Arnaud qui fait le passage des slides parce qu'il est là-haut, vous voyez, un peu moins de nous. C'est notre, C'est le premier slide. notre master Twitter. Oh. Alors la première chose, c'est toute vie, c'est du marketing. On est en compétition en permanence. Certains disent que ça s'arrête vers 50 ans, je vous dirai dans 2 ans. Pour l'instant, ça continue. On est en compétition fondamentale à tous les niveaux. Il n'y a pas que le niveau professionnel. Quand on vous parle, je ne veux pas de compétition, je veux de la coopération, etc. C'est du pipeau. On est complètement en compétition tout le temps. Alors, ça se joue à plein d'exemples. Vous êtes avec tel travail, c'est qu'une autre personne le voulait. Vous vous mariez avec telle personne, c'est que peut-être une autre personne l'aurait voulu. Si vous avez un enfant avec quelqu'un, vous avez monopolisé cette personne-là. Il y a une compétition permanente, qu'elle soit ou non, qu'elle prenne toutes les formes ou pas, il y a. Alors, cette compétition, on est dedans et donc on va toujours chercher à se vendre, d'une manière ou d'une autre. L'école de Palo Alto, c'est Paul Václavic, je ne sais pas si vous connaissez. Paul Václavic disait que dans toute communication, il y a 2 niveaux. Il y a le niveau de l'information donnée et il y a le méta-niveau qui est voilà comment je me vois. Donc tout message serait une manière de se vendre en même temps. Et autre point, on a remarqué en regardant le cerveau, sous IRM, que quand une personne parle d'elle-même, les zones de plaisir s'activent. La récompense s'active. Donc ça fait du bien de parler de soi. J'aurais plein de choses à vous raconter après. On peut passer au deuxième slide. Alors, quand on dit marketing, le marketing c'est d'abord des contraintes. On fait avec ce qu'on a. La première contrainte, c'est la contrainte du produit. Vous vous rendez bien compte que les 2 personnes en photo n'ont pas du tout les mêmes atouts, ne jouent pas dans la même cour. Il y en a des 2 qui ont une voiture, c'est sûr que... Ouais. Très bonne remarque Arnaud, parce qu'en effet, en règle générale, les critères de sélection dans la compétition sexuelle, c'est la beauté, les ressources, mais les 2 ne sont pas les mêmes en fonction des sexes, il y a une différence sexuelle. C'est-à-dire chez les femmes, le plus important c'est la beauté, chez les hommes, le plus important c'est les ressources. En effet, la personne à notre droite montre qu'elle a des ressources. Discutable. Je pense que les femmes ne sont pas tellement attirées, alors que les hommes sont attirés par la femme. Il est au début, c'est rouge. Il est au début, c'est rouge. Ça fait une fois qu'elle est partie. C'est tout ce qu'il a. Pour savoir, c'est tellement profond que montrer une photo comme celle de la fille de gauche augmente le taux de testostérone chez les hommes, directement. Une fois qu'ils s'en rendent compte. Donc, on a un produit, on est contraint. Slide suivant. Alors, deuxième contrainte, c'est la contrainte du support. Alors bon, on a dit que Internet, c'était surtout Facebook, c'était que ça nous ramenait à l'Égypte, puisqu'on adore les chats, et on écrit sur des murs. Mais en fait, ça va beaucoup plus. J'ai dit arrêtez de publier des photos de chats. Voilà. Je ne sais pas pourquoi les chats ont tellement de succès sur Internet, j'ai pas de réponse. C'est hallucinant. C'est peut-être une question parasitaire. Mais l'idée, c'est que le support Internet, c'est un support qui est extrêmement limité. Pourquoi? Vous ne communiquez que 2 sens. Un sens, c'est le visuel, et l'autre, c'est l'auditif, mais encore plus rarement. C'est surtout le visuel. Et donc, cette notion de limitation fait qu'on a l'impression à la fois d'avoir le contrôle sur ce qu'on communique, beaucoup plus de contrôle qu'autrement, parce qu'il n'y a pas de non-verbal, et à la fois on est frustré de ne pas pouvoir communiquer. Alors j'ai mis à côté la célèbre phrase d'Arnaud Girls from the Internet,
Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de filles sur Internet. Ça veut dire que les filles n'ont aucun avantage sur Internet. C'est-à-dire qu'elles ne peuvent pas jouer avec les feedbacks et des choses comme ça pour avoir du charme ou charmer les hommes. Elles sont comme tout le monde, c'est-à-dire c'est asexué. Internet est asexué. Donc c'est une communication limitée. Il y a d'autres choses qu'à prendre en compte sur le support, c'est que le support est un véritable loto. C'est-à-dire certains ont fait fortune avec fortune, ou sont devenus des célébrités, tout d'un coup, la moindre chose, ça peut arriver à n'importe quel d'entre nous, le moindre truc peut devenir un hit mondial, faire des milliards, des millions de vues, et on peut avoir notre vie transformée du jour au lendemain. Et ça nous est rappelé tous les jours par les médias, qui montrent justement ceux qui ont réussi. Donc on a un engagement très fort. Slide suivant. Alors, une fois qu'on a pris en compte les contraintes de positionnement et de support, on fait un choix de positionnement. Bon, comme vous l'avez remarqué, il y a deux positionnements possibles pour les filles. En discours, c'est celui de droite. Par contre, des positions, il y en a beaucoup plus. Hein. Et en réalité, c'est celui de gauche. En fait, ce qui semble, c'est que la frustration et les limites d'Internet, le fait que la compétition soit beaucoup plus forte, augmente la compétition et faire venir aux critères de base. C'est-à-dire vraiment féminise les femmes et masculinise les hommes dans leur manière de se présenter. Il semble qu'on revienne à des trucs beaucoup plus basiques et moins riches parce que justement le support est limité et qu'il acquiert. Donc le sexting qui plaît beaucoup aux médias, je vous retrouve aujourd'hui sur un article d'Atlantico là-dessus, en fait est assez rare. Seulement 2,5% des adolescents ont mis une photo de nu, ont envoyé une photo de nu par un réseau, ça peut être un ami. On disait avant 25%, une femme sur 4. En réalité, c'est une personne sur. C'est 10 fois. Là, on peut passer au slide suivant. Alors, on a aussi étudié, il y a une étude sur Twitter qui a étudié quelle était l'utilisation d'Internet, de Twitter. Ils ont pris un certain nombre de messages, ils les ont classés en 8 groupes. Ensuite, ils se sont rendus compte qu'ils pouvaient regrouper comme ça, ils sont arrivés à 4 groupes. Et à partir de là, ils ont défini 2 types d'utilisateurs. Vous avez d'un côté ce qu'ils appellent les me-formers. Les me-formers, c'est ceux qui vont parler d'eux. C'est ceux qui vont être dans la communication, ceux qui vont être dans vraiment la relation. C'est ceux qui vont vous raconter « Ah, aujourd'hui, je vais avoir une super journée importante pour mon travail. » Les me-formers énervent les informeurs, dont je fais partie, qui, eux, vont... les informeurs, qui, eux, vont envoyer de l'information. C'est-à-dire, ils vont dire « Tiens, je vais tomber là-dessus, boum, ça c'est intéressant, etc. » Ce qu'il faut voir, c'est que les me-formers représentent 80% des utilisateurs de Twitter selon cette étude. Les informeurs, seulement 20%. Donc les informeurs sont vraiment limités. Le réseau social est vraiment social, c'est la communication. Alors en haut, c'est 4 types de messages. En haut à gauche, là, la figure 3, c'est 4 types de messages qui sont, quelles sont les proportions différentes en fonction des deux. On voit que le premier, c'est information sharing, c'est le partage d'informations. Le deuxième, c'est parler de soi. Le premier, le partage d'informations est très faible chez les me-formers. Et parler de soi est très faible chez les informeurs. C'est vraiment la différence qui joue. Les autres, c'est beaucoup plus moins. Alors, il y a eu une deuxième étude qui a été faite par les mêmes, où ils ont pris une grosse base de données de tweets, et ils se sont demandé qu'est-ce qui était intéressant. Ils ont demandé à plein de gens de noter quel tweet était intéressant, quel tweet n'était pas. Alors, globalement, les tweets sont un tiers intéressant, un quart pas intéressant, et un gros tiers neutre. Donc, il n'y a pas vraiment de différence. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai repris ces deux trucs-là et j'ai recalculé est-ce que les me-formers ou les informeurs étaient plus intéressants à partir des deux études, en synthétisant les deux études. Moi, évidemment, je suis un informeur, je me suis dit, les me-formers qui me disent putain, encore une journée de folie aujourd'hui, ça m'énerve. Je me suis dit, bon, ça va être clair et net. En fait, c'est exactement pareil. Si vous regardez la courbe en bas, vous voyez que, bon, en effet, les me-formers sont un petit peu moins intéressants. Vu la marge d'erreur, ça rentre autant. Et mon calcul a bien donné ça, mais la marge d'erreur est beaucoup plus forte. Donc, quand on voit réseaux sociaux, vous pensez que 80% des gens l'utilisent vraiment pour communiquer par rapport à eux
peut passer au dernier. Je crois que c'est dernier. Alors, le futur. Alors, qu'est-ce qu'on a remarqué? On a remarqué que les jeunes se dévoilent de moins en moins, mettent de moins en moins d'informations privées online. C'est-à-dire, quand on parle du risque pour l'avenir de laisser des informations privées, c'est plus chez les jeunes adultes que chez les plus jeunes. Les adolescents ont vraiment compris qu'il ne fallait pas donner d'informations. En même temps, il y a un autre truc à voir. C'est que maintenant, des photos de nus, ça n'a plus aucune valeur. C'est vraiment quelque chose de banal. La sextape, même si vous en faites une, maintenant c'est trop tard, ça ne vous rapportera pas la fortune. Alors qu'il y a quelques années, une sextape, c'était vraiment aussitôt la célébrité. Il y a vraiment toute une... c'est devenu quelque chose de banal, et c'est quelque chose qui est en train, le partage d'informations personnelles, est vraiment quelque chose qui est en train de se réduire. En revanche, ça n'a aucune importance. En revanche, il y a des choses qui se mettent en place qui sont de contrôler les informations importantes. Je ne sais pas si vous avez vu passer, mais là, la première étape d'un plan de parti est en place, c'est-à-dire qu'il va y avoir un directeur de publication maintenant sur chaque site. La deuxième étape sera de dire que la responsabilité est augmentée de tout ce que vous publiez sur Facebook ou ailleurs, n'importe où, votre responsabilité est augmentée. Mais ne vous inquiétez pas, certaines personnes qui sont accréditées par le gouvernement auront le droit, seront protégées contre les attaques judiciaires. Et le but est de créer des communicants officiels de l'État. C'est pas un truc droite gauche, hein, c'était prévu depuis 2003, la première référence que j'ai écrite. Donc tous les partis sont passés. Donc ce qui compte maintenant dans le partage de l'information, c'est pas les photos personnelles, c'est pas les trucs comme ça, tout le monde s'en fout. Vous avez été bourré un jour, vous avez fait le grand qui sont c'est quelque chose qui maintenant passe complètement comme ça. Il y a une photo de lune, vous êtes à poil, évidemment vous ressemblez à tout le monde. Si vous ne ressemblez pas, vous pouvez bien le voir, là j'ai la tête à vous nayer, mais par contre c'est les informations autres qu'il va falloir protéger. Donc le point est là. Voilà quel est le futur. Qu'est-ce que tu appelles les informations? Les informations, tout ce qui peut être opinion, tout ce qui peut être information concrète sur quelque chose, sur quelqu'un, sur un fait, sur quelque chose. Quelque chose qui ne consomme pas du... c'est les informeurs qui vont se faire descendre. Les informeurs te disent, voilà, aujourd'hui j'ai une journée de folie. Ah, moi j'aime bien machin parce que j'aime bien telle célébrité, parce que ceci, ça n'a aucune importance. Tu dis, je ne suis pas d'accord avec tel intello officiel parce que telle chose, et tu démontres qu'il a tort. Ah, alors l'autre, ça peut être autre chose. Comment tu analyses? Voilà, c'est pas de la paranoïa. C'est vraiment l'évolution qui évolue. On en parlait des 95, comment ils allaient mettre ça en place, que ça serait proposé. J'ai eu une discussion avec des amis en 95 là-dessus. Dès 2003, j'ai commencé à entendre parler de ce plan en 2 étapes. Et là, directeur de publication, pour moi, c'est la première étape de ce plan-là. Donc là, les informations ne pas publiées, c'est pas vous êtes, voilà, c'est pas votre vie privée. Une vie privée, vous en avez une, comme tout le monde. Par contre, vous donnez une information qui est politiquement sensible ou qui un jour peut le devenir, il n'est pas maintenant, ça pourra vous être. C'est plus là-dessus que ça va. Autrement, le big data, etc., sur vous allez acheter tel produit, vous n'allez pas acheter tel produit, ça va servir aux marketeurs, mais sur le grand nombre. Marketing, c'est le grand nombre. Donc on pourra vous envoyer une publicité, ah, vous avez acheté Prada l'année dernière, cette année, vous allez acheter Dior, je ne sais pas qui. C'est bien, votre vie privée n'est pas atteinte. Ce que vous êtes n'est pas atteint. C'est les informations intellectuelles qui vont être contrôlées. Ok, voilà. Une seconde. Tu peux m'analyser l'évolution de 1500 à 2013? Alors j'ai trouvé cette image, j'ai trouvé pas mal. En fait, il y en a plusieurs versions. J'aurais mis pour 2013, j'aurais mis quand même une photo plus dénudée qui correspond plus à celle d'avant. Enfin, c'est 2012, c'est quelqu'un qui a... C'est ça, c'est Normalement, la photo, elle serait un peu plus loin, parce qu'on verrait la personne dans le miroir. Mais si on compare, 2011, je sais pas. Et TITS, GTFO, pour ceux qui ne connaissent pas, ça veut dire TITS ou full camp. Get the fuck out. Ça veut dire que quand une nana se présente sur certains sites en disant « Je suis une femme et je voudrais ceci », c'est-à-dire qu'elle se présente pour un fille, il faut qu'elle prouve qu'elle est. Et le truc, c'est de dire « Voilà comment on fait ça ». Puisque tu veux te présenter en tant que fille. Si elle ne se présente pas en tant que fille, elle dit « Je suis n'importe qui »,
Rien ne lui a demandé, ils sont sortis qui cherchent. Mais c'est toujours la notion de c'est limité, il faut. Elles n'ont pas les mêmes avantages. Dehors, Et on parlait de toi. Bien. Voilà. Bien. Il y a un tout dernier slide pour faire ma pub. Voilà. C'était Perdu, il a raté. pour revenir. Appuyez sur quoi? Insert. Oh, laisse tomber, c'est bon. Voilà, non, si ça vous intéresse, le sujet de psychologie et appliquée au marketing, on voit tous les lundis une newsletter. C'est Slide Shark. Voilà. Et j'envoie tous les lundis une newsletter. Aujourd'hui, elle était sur l'importance de la télé. Voilà le dernier slide. Donc j'ai écrit, en ligne, mais celui-là est sur la psychologie évolutionniste, pourquoi les femmes dirigent sont belles, dans l'idéologie du comportement humain, la deuxième édition de 2010. Et à droite, c'est mon site internet sur lequel je mets, donc tous les lundis matin à 7h30, je mets une nouvelle lettre que j'envoie en même temps par email. Vous pouvez la recevoir par email. C'est la même chose pour l'email que pour le colis. Il t'a fallu un livre pour dire pourquoi les femmes riches sont belles. Les femmes riches sont Belles, pourquoi les femmes riches sont belles. Il t'a Non, mais fallu un c'est livre bon. entier. Tu sais ce qu'on m'a dit, moi? Combien de pages? Ah bah je donne un cours sur le sujet à l'Université de Monaco ce jeudi. Sauf Ribéry, c'est ça? Sauf Ribéry. Voilà. Il n'y a que lui qui n'a pas une belle femme. Normalement, c'est rare. Et là, Dans 800 pages. Très bien. Bon, merci Philippe pour ce propos introductif qui laisse à réfléchir et je trouve inquiétant parce que à la façon dont tu en parles, on a l'impression que les discussions dans l'espace public ils risquent de s'étioler peut-être dans les années à venir. S'il y a autant un contrôle de la parole, je ne sais pas. Pas forcément. Pas Parce que forcément. finalement, ce que tu nous dis depuis 1995, ils ne font que s'adapter aux nouveaux moyens d'expression qui sont arrivés. Si tu prends dans la sphère associative, moi je parle de celle que j'ai le plus connue, mes années étudiantes, on va prendre dans les facs, dans les universités, toutes les associations d'étudiantes qui peuvent exister. On sait très bien que tout leader, parmi les leaders de mouvements étudiants, d'associations étudiantes sur des campus, tous à l'époque étaient fichés au RG à partir du moment où ils s'exprimaient, parce qu'il était intéressant de savoir telle personne, parce qu'elle pouvait devenir demain, parce qu'elle pouvait penser à l'instant T, etc. Puis on voit alors aujourd'hui, quand on nous sort sur des personnalités ou sur des politiques, des éléments qu'ils ont pu ressortir dans leur jeunesse quand ils étaient étudiants, ou pas étudiants, ou ailleurs, dans d'autres sphères associatives, ça a toujours existé. Donc finalement, ils n'ont fait que s'adapter aux technologies qui sont arrivées, mais ce contrôle-là dans la sphère publique, on va dire l'association, l'université ou autre, la vie publique, ça a toujours été, et il y a toujours eu un fichage de toute façon qui s'est... oui, mais là, il n'y a pas que le fichage là-dedans. Il y a la notion de responsabilité. C'est-à-dire l'idée, c'est, bon, mettons, on dit, voilà, il y a un directeur de la publication. Ensuite, on dit, voilà, la personne est responsable de ce qu'elle dit, complètement, et augmenter cette responsabilité-là. Quand ils vont remonter ça, ça va lui relever. Parce que les gens vont dire, attendez, la presse n'a plus travailler, le journaliste n'a plus avoir autant de preuves qu'il veut, etc. Et, ah, mais vous inquiétez pas. Les journalistes ont une présomption dès lors qu'ils ont la carte, de journaliste accrédité. La carte est postale. Ce ne sera pas quelque chose de très net. Hein. La carte est postale. Voilà l'évolution qui était prévue dès 2003. Enfin, moi je l'ai lu, ce truc-là, en 2003. Ça fait justement quand j'ai entendu parler de ce truc-là. En 2003, j'ai lu ça. Et là, je vois que ça arrive. 2003, c'était Dionysus de Séjour, qui, à ma connaissance, n'est pas au gouvernement actuellement, c'est plus beau, c'est pas une question de politique de gauche, hein, c'est une évolution. Sinon, le contrôle en lui-même, en effet, moi j'avais des mailing lists fin des années 90 que je supprimais à côté de la loi. Des mailing lists de discussion. Qui étaient sur des domaines pour prendre dans politique, hein, mais que je supprimais pour des questions de responsabilité. L'autre pour continuer, bon, je ne sais pas s'ils ont été attaqués ou pas. Le contrôle d'Internet fait que la langue française a été supprimée. Parce que tout s'est fait en anglais. Et avec le Québec, qui n'a pas bloqué les discussions. Et les politiques, celui de la France en même temps. Tu avais une vidéo à nous montrer? Ouais. Alors, dans la série des coïncidences, on a trouvé une vidéo qu'on va vous passer. Comme elle est en anglais et qu'il n'y a pas de son, il faudra bien lire les sous-titres. C'est exactement ce qu'on a décidé d'aborder ce soir comme sujet. Vous allez voir, c'est assez stupéfiant.
Il s'agit d'un type que les gens connaissent, les anglo-saxons, nous on ne sait pas qui c'est, mais a priori c'est un médium qui passe à la télé, qui a un show de télé et qui là a manipulé les gens. Il fait ce boulot-là pour serrer les gens dans ses bras. C'est pour ça. C'est dommage qu'il n'y ait pas le bruit, quoi. Parce que derrière le rideau, il y a des informaticiens. Ouais, on va le et voir. ils tapent à toute vitesse, en temps réel, sur des claviers. Et le bruit crépitant des claviers en fond, c'est ça qui est véritablement effrayant. C'est qu'on a l'impression d'être dans un film sur les geeks dans les années 90, et c'est exactement ça, c'est de plus ça. C'est que les mecs peuvent en temps réel chercher pratiquement toutes les informations sur Internet. Mais tu vois, on a réussi à la passer. On sent le son. Oui, On sent le son. Il veut dire que quoi? Que Que le mec qui cherche les infos sur les réseaux, il le C'est tout transmet sur toi. au... C'est tout sur toi. Il peut savoir tout sur toi. Mais Il lui transmet par oreillette, je suppose, non? Ouais. Hein? Ça. Non, mais si par exemple tu fais une recherche sur internet, tu vas acheter un produit, après tu vas sur Facebook ou Twitter, hop, ton produit remonte. On est bien d'accord, on pose des questions dont il a la réponse. Non, mais là c'est vraiment une illustration. Si tu veux. Et on peut faire un test, là on s'y met à 12 avec des mécaniques, on essaie de tout savoir sur Grisoni, il n'y a pas de problème. C'est très difficile. C'était difficile parce que les réseaux, les réseaux secrets de Grisoni. Il n'y a pas que les réseaux sociaux aussi. Enfin, c'est les habitudes de banque, les habitudes d'achat, etc. C'est que tu achètes, c'est préférences et tout. Quelqu'un qui est un e-former, il va pas tellement publier sur ce qu'il a acheté, sur ce qu'il a. Que quelqu'un qui va remonter sa timeline et qui va collationner les informations, même de façon un peu empirique, mais qui à chaque fois qu'elle va poster sa nouvelle paire de chaussures va calculer combien ça coûte, il peut très facilement dire tu as acheté 300 € de paire de chaussures. Il n'a pas besoin d'avoir plus d'informations que ça. C'est ça qui est intéressant, c'est que le e-former, il va donner ce genre d'informations sans s'en rendre compte, parce qu'il va en donner une fois par jour ou une fois tous les 2 jours. Il ne va pas se rendre compte que la répétition de ces informations, collationnées toutes ensemble, peuvent donner un profil de sa personnalité. Et d'ailleurs, je pense qu'intellectuellement, nous, en tant que celui qui regarde le profil Facebook, on se fait des idées de la personnalité d'une personne sur le long terme par rapport à ce qu'elle poste. C'est vrai que si elle poste des paires de chaussures, moi je vais penser que c'est une pintade. Et vice versa, si elle poste des choses très intéressantes, je vais peut-être m'intéresser alors que peut-être ce sera quelque chose qui n'est pas réel, parce qu'on n'oublie pas qu'on est quand même sur des avatars, sur une personnalité virtuelle qu'on est prêt à donner et qui n'est peut-être pas exactement celle qu'on est dans la vraie vie. Et moi, effectivement, par rapport à ce que tu disais tout à l'heure, je me pose la question de savoir si il n'y a pas une autre notion qui fait qu'on est plus franchement prêt à donner des choses sur Facebook, qui est la notion qu'on ne se met pas à poil devant tout le monde. Aujourd'hui, je ne me mets pas à poil devant vous parce que je ne suis pas prêt à accepter le regard que vous allez porter sur moi. Sur Internet, si je me mets à poil devant mon Facebook, je n'ai pas de regard direct des gens qui m'entourent.
Et je pense que ça aussi, c'est une notion qui est importante, c'est que quand on est derrière son écran, derrière une caméra, derrière un appareil photo, on va donner plus de choses parce qu'on n'a pas le regard direct des gens sur nous. Bah, effectivement. Ce qu'il y a quand même d'intéressant, c'est cette espèce, quand je dis intéressant, c'est intéressant à étudier, il y a cette espèce d'exhibitionnisme qui n'existait, alors qui existait ou qui n'existait pas il y a environ peut-être, bon, avant 2003, avant Facebook. Alors, est-ce que c'était une tendance que chacun d'entre nous avait? Il y a des travaux intéressants, parce que le premier qui en a parlé, c'est Goffman, tu faisais référence à l'école de Palo Alto. Goffman, c'est à peu près la même époque, c'est dans les années 50, sur la mise en scène de la vie quotidienne. Et on est en permanence, nous, dans cette espèce de mise en scène. Alors, est-ce qu'elle était latente chez les individus? Est-ce que l'outil n'a pas permis de le créer? Ou bien est-ce qu'il y a eu une espèce d'accélération où tout d'un coup tout le monde s'est dit, mais pourquoi pas moi me montrer tel que, non pas tel que je suis, mais tel que j'ai envie que les autres me voient au travers d'un avatar qui n'est pas tout à fait le même. Ou c'est encore plus net, bon, on l'a tout connu parce que c'est une personnalité niçoise, c'est Moya, qui était extrêmement présent pendant un moment, je crois qu'il l'est toujours avec Virtual Life, où il s'est inventé tout un univers de Moya, de Second Life, pardon, et sur Second Life, c'est un monde peuplé de Moya. Et effectivement, lui, il est très fort parce qu'il a réussi à faire de cette espèce de mégalomanie sa marque de fabrique. Il en a fait son outil de vente et tout le monde s'extasie devant ce qui me semble moi être une espèce de délire complet, mais ça se vend bien. Ça se vend bien, ça c'est un peu l'école de Nice, il y a des fois des trucs surprenants, mais qui font... C'est l'ego des artistes, mais là qui se retrouve, mais poussé au paroxysme. Et effectivement, pour lui, ça marche parce que c'est sa marque de fabrique, il en vend et ça se passe très bien comme ça. Alors, je crois que la question, elle est posée. Est-ce qu'on était comme ça avant Facebook ou bien l'outil a peut-être révélé chez chacun d'entre nous, du moins pas chacun d'entre nous, mais ceux qui sont dans cette logique de la présentation d'eux-mêmes, des tendances qui étaient latentes chez l'individu. Philippe, avant, les gens n'étaient pas forcément acteurs au premier degré, mais ils se retrouvaient dans la multitude de séries TV qu'on pouvait avoir, qu'on a toujours, mais malgré tout, voilà, si tu veux, les gens se retrouvaient, soit dans les séries des ados, ou des femmes, ou des policiers, il y en a toujours énormément, tu me diras. Mais maintenant, les gens ont aussi la capacité, et c'est pas que Facebook, puisque tous les ados, et même pas que les ados, se filment, et mettent tout de suite en ligne sur YouTube, sur Vimeo, etc., se mettent en scène de toute façon. Je crois que ce n'est pas que le phénomène Facebook, tu as également ce phénomène d'avoir envie de montrer ce que tu fais, puis maintenant même avec les GoPro, là, les caméras embarquées, etc. Donc les gens se filment, sont acteurs, veulent être acteurs de leur vie tout le temps. Avant,